Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au CoreCT. Je suis le docteur Olivier Bérébi, responsable du Centre d'imagerie Donnai, et je serai modérateur de cette session. Elle débutera par une courte introduction que j'aurai le plaisir de vous faire, puis deux intervenants prendront la parole, les docteurs Arnaud Grégoire et Jean-Paul Durand. Nous finirons par une séance de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Vous pourrez poser vos questions sur le chat en ligne, puis un questionnaire d'évaluation sera disponible sur notre site web. Une fois celui-ci rempli, un certificat de participation pourra vous être envoyé à votre adresse mail. Les intervenants, le docteur Arnaud Grégoire, radiologue avec lequel nous effectuons les cours-OCT dans notre établissement, et le docteur Jean-Paul Durand, cardiologue. Le plan de ce webinaire, donc tout d'abord une courte introduction où je mettrai en avant des points qui me paraissent importants pour comprendre comment le CoreCT est devenu un examen de première ligne. Puis le docteur Arnaud Grégoire prendra la parole pour en particulier nous parler des aspects techniques du score statistique à la FFR et le docteur Durand nous donnera toute son expertise clinique de cardiologue. Alors, dans cette introduction, tout d'abord, un tournant en 2016 en Grande-Bretagne, avec dans les recommandations de la NICE, le CoreCT mis en avant comme examen de première ligne concernant l'évaluation des angores dits stables. Avant 2016, on se basait sur une probabilité pré-test de coronaropathie grâce à l'échelle de Diamond et Forrester. Et selon cette probabilité pré-test, les patients étaient redirigés vers des examens complémentaires. Un des principaux problèmes de cette échelle pré-test a été la surestimation de la maladie coronarienne, en particulier chez les patients classés à risque intermédiaire. Sur ce graphique, on peut voir en abscisse le pourcentage de survenue de maladie coronarienne prédit par l'échelle de Diamond et Forrester, et en ordonnée la prévalence réellement observée de maladie coronarienne obstructive. On peut voir une différence significative entre la courbe théorique et la courbe réelle. Si cette échelle était fiable, les deux courbes auraient dû tendre à se superposer. Un autre exemple de surestimation de maladie coronarienne sur cette étude du New England Journal of Medicine parue en 2010, où l'on observait que 40% des coronographies chez des patients à la base non connus pour une maladie coronarienne revenaient blanches, c'est-à-dire sans maladie coronarienne. Il y a donc bel et bien une surestimation de la maladie coronarienne et nécessité de disposer d'un examen anatomique non invasif et fiable dans sa prédiction. Deux études majeures, publiées à peu près simultanément aux alentours de 2015, ont contribué à amener le CoreCT au devant de la scène, l'étude Promise et l'étude Scott-Hart. La première, l'étude Promise, en Amérique du Nord, avec une cohorte de plus de 10 000 patients. La seconde, l'étude Scott-Hart en Écosse, sur plus de 4 000 patients, avec pour particularité pour cette étude que 100% des patients présentaient une douleur thoracique. L'outcome considéré pour Promise était beaucoup plus large, comprenant non seulement des événements cardiaques majeurs, mais également des décès, toutes causes confondues. Pour Scott-Hart, l'outcome considéré était uniquement la survenue d'un événement cardiaque majeur, infarctus du myocarde, fatal ou non. L'étude Promise s'est intéressée à deux bras de patients. Le premier, les patients avec un CoreCT en première ligne uniquement, et le second bras avec des patients ayant eu une prise en charge standard, dont des tests fonctionnels. On a alors cherché à savoir s'il y avait plus de mortalité, toutes causes confondues, dans l'un ou l'autre des deux bras. Les résultats n'ont pas montré de différence significative pour l'un ou l'autre des groupes par rapport à ce paramètre. Ce résultat est par contre à pondérer avec la courte durée de l'étude, initialement prévue pour durer 2 ans, mais qui s'est finalement déroulée sur une année, laissant peu de recul pour cette observation. Il a toutefois été possible d'observer que sur le groupe CoreCT, cet examen avait offert une meilleure sensibilité pour le diagnostic de maladie coronarienne obstructive, avec plus de 72% des patients qui avaient effectivement une maladie coronarienne obstructive observée à l'angiographie après le CoreCT, contre seulement 47,5% pour le groupe de patients qui avaient eu des tests standards. L'étude Scott-Hart, elle, a distribué deux bras de la façon suivante.
Un premier bras avec des patients bénéficiant d'une prise en charge standard, dont des tests fonctionnels, et un bras avec cette prise en charge standard, plus un corps OCT en première ligne. Le but était de voir s'il y avait eu plus d'événements cardiaques majeurs chez une cohorte de patients présentant tous une douleur thoracique et donc suspectés de maladie coronarienne. L'étude s'est déroulée sur 2 phases, la première sur une durée de 1,7 ans et la seconde avec une réévaluation à 5 ans. Les résultats de la première phase ont montré que le corps-OCT avait une valeur prédictive négative et positive élevée, évitant la surestimation diagnostique, et en conséquence, 25% des patients ont été reclassés dans une catégorie de risque autre avec un changement thérapeutique. Et à 5 ans, on observait une baisse significative du nombre de décès ou d'événements cardiaques graves chez les patients ayant initialement bénéficié d'un corps-OCT. On notera également qu'à 5 ans, il n'y avait pas eu plus de coronarographie dans l'absolu dans le bras corps-OCT, le taux de revascularisation étant néanmoins un peu plus élevé sur les 2 premières années, probablement du fait d'une précision diagnostique ayant permis de mieux cibler les patients à haut risque. On voit sur cette courbe les patients en rouge avec une prise en charge standard seule et en bleu ceux ayant bénéficié d'un corps OCT. En plus de cette prise en charge, on voit une différence significative avec moins de décès et moins d'événements cardiaques graves dans le groupe corps OCT. En résumé, le corps OCT est un examen anatomique non invasif avec une valeur prédictive positive et négative élevée qui s'avère particulièrement important dans le cas des patients présentant un angle stable et dont le risque évalué cliniquement se situe dans une zone grise intermédiaire. Il permet de visualiser des plaques, de les caractériser de manière standardisée avec la classification CADRAT dont les intervenants nous reparleront. Et on note également que pour le patient, le fait d'avoir un support visuel peut permettre une meilleure compréhension de sa pathologie et une meilleure adhésion au traitement. Avant de passer la parole aux intervenants, je voulais juste illustrer en vous montrant quelques exemples de plaques pour voir à quoi elles ressemblent sur cet examen. On voit ici une petite plaque calcifiée sur l'émergence de l'IVA, mais les plaques peuvent avoir des aspects différents. Elles peuvent être calcifiées, mais également mixtes. On voit ici une plaque avec une composante hypodense et calcifiée. Et le grand intérêt du corps OCT, c'est de voir les plaques hypodenses, entre guillemets les plaques molles. Et l'on voit ici l'exemple d'une importante plaque hypodense avec un remodelage positif et un liseré dense, ce qui représente un facteur de haut risque, ce qui devrait être signalé dans le compte-rendu. Enfin, avant de passer la parole aux intervenants, cet exemple de ce patient de 50 ans, asymptomatique, avec des facteurs de risque familiaux et personnels, et un ECG fort négatif au corps OCT, on pouvait mettre en évidence de nombreuses plaques sur les 3 grands axes coronaires, ce qui a permis au cardiologue de réévaluer le traitement préventif. Voilà, je vous remercie pour cette courte introduction et désormais, je passe la parole aux intervenants. Bonjour à tous, je suis docteur Arnaud Grégoire, je suis radiologue au centre d'imagerie d'Aunay et je m'intéresse tout particulièrement au coroscanner, d'où ma présentation. Je suis heureux de vous présenter ce sujet. Je vais partager mon écran et vous présenter l'intérêt du coroscanner. Donc, je vous parlerai dans un premier temps du score calcique, puis du coroscanner dans le dépistage de la maladie coronaire, comment apprécier le risque d'un patient par rapport à cette maladie coronaire qui est une maladie fréquente dans le monde, notamment dans les pays occidentaux. On dénombre environ une personne sur 15 touchée par la maladie coronaire. La maladie coronaire, ça correspond à l'athérosclérose au niveau des artères du cœur avec des risques d'événements cardiaques, notamment d'infarctus. Chaque jour en France, on dénombre environ 40 décès par infarctus du myocarde. Chaque jour en France, 300 patients sont hospitalisés pour syndrome coronarien aigu, dont environ 165 infarctus du myocarde, et on s'est rendu compte depuis 2005 une élévation du taux de femmes hospitalisées pour maladie coronaire entre 45 et 65 ans, notamment en raison du tabagisme.
D'où l'intérêt de réaliser des examens pour prévenir cette maladie, notamment pour apprécier le risque cardiovasculaire par le score calcique. C'est un examen tout simple. Nous commencerons par un premier chapitre avec le score calcique, puis nous rentrerons dans le vif du sujet, le coroscanner avec injection de produits de contraste pour bien voir la lumière des artères, les plaques éventuelles, les sténoses. Nous expliquerons quelques points importants de la technique pour réaliser ce scanner. Nous Ensuite, nous passerons à différents points d'interprétation, quelques points clés, puis nous terminerons par la conclusion sur l'intérêt du coroscanner et du score calcique dans le dépistage de la maladie coronaire. Donc, commençons tout d'abord par un examen simple à réaliser, qui est réalisé chez des patients asymptomatiques, donc notamment ceux qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypercholestérolémie familiale ou des antécédents familiaux, d'hérédité coronarienne, par exemple un père qui a eu un infarctus du myocarde. On va proposer un score calcique chez un patient de plus de 40 ans. On proposera aussi le score calcique chez les patients asymptomatiques qui présentent un diabète depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est un scanner facile à réaliser on le synchronise au rythme cardiaque. Donc, il y aura un gating cardiaque. C'est un scanner sans injection. On quantifie la quantité de calcium par un score pour chaque artère. D'abord le tronc commun, puis l'artère interventriculaire antérieure, puis l'artère circonflexe du côté gauche, du côté droit, l'artère coronaire droite. Et on s'est rendu compte par de nombreuses études depuis une vingtaine d'années que c'était un excellent euh, examen pour évaluer le risque cardiovasculaire. C'est le meilleur moyen d'évaluation du risque cardiovasculaire par rapport au score clinique habituel comme le score de Framingham ou bien encore le score Heart Score, European Heart Score. Donc, excellent examen pour apprécier le risque. Et ensuite, en plus de ça, à faible dose, puisqu'il représente juste 0,5 millisieverts. On fera attention lorsqu'on fait son calcul de score calcique à ne pas prendre les calcifications de l'aorte thoracique, les calcifications des valves cardiaques, les calcifications péricardiques. Et pour chaque artère, on pourra avoir un score. Là, par exemple, chez ce patient de 60 ans chez qui nous avons réalisé un score calcique, il y a un score calcique à 57 pour le tronc commun, l'artère interventriculaire intérieure 112. On obtient au final un total de 323. Ce score, on va le rapporter à l'âge du patient. Ce rapport se fait par le percentile. Donc là, chez ce patient de 60 ans avec un score calcique de 323, son percentile est de 60e, soit ce qui signifie que 40% des hommes du même âge ont un score calcique plus élevé que lui. Donc, bien évidemment, pas pareil de considérer un score calcique à 100 chez un patient de 40 ans et un score calcique à 100 chez un patient de 70 ans. Le risque d'événement cardiovasculaire sera beaucoup plus important chez le patient de 40 ans. On va tenir compte également du nombre de coronaires atteintes. Plus le nombre de coronaires est atteint, plus le risque d'événement cardiovasculaire est important. Donc, il vaut mieux avoir un score calcique à 100 sur une seule artère plutôt qu'un score calcique à 100 sur trois artères différentes. Le risque est multiplié par deux. Donc, si le score calcique est à 0, il y a une excellente valeur pronostique. Donc, le risque d'événement cardiovasculaire est très faible à 10 ans, de moins de 1%. Entre 1 et 100, là, le risque est un petit peu augmenté. Il est surtout augmenté à partir de 400 ou 300 selon les différentes écoles. Donc, à partir de 300, on va considérer que le risque est important. Et là, on va faire des explorations complémentaires comme un coroscanner ou une scintigraphie de stress ou une IRM de stress. Et en particulier, chez les patients qui ont un score calcique à 1000, là, il y a des risques de sténose. Donc, on va se poser la question de faire une coronarographie. Chez le diabétique asymptomatique, grand intérêt du score calcique. Donc, les équipes françaises de Société de diabétologie avec le professeur Valency et de cardiologie ainsi que d'imagerie cardiaque en France ont établi des règles pour stratifier le patient qui présente un diabète au risque, s'il y a un diabète de type 2 depuis 10 ans ou un diabète de type 1 depuis plus de 20 ans. On va lui proposer un score calcique chez ce patient donc à haut risque d'événements cardiovasculaires pour évaluer son risque
d'événements cardiovasculaires. Ça implique non seulement le risque cardiaque, mais également le risque d'artérie des membres inférieurs, le risque d'accident vasculaire cérébral. Et si le score calcique est de plus de 400, on va considérer ce patient comme à très haut risque. Si ce patient qui a un diabète de type 2 depuis plus de 10 ans, qui a moins de 60 ans et qui a un score calcique entre 100 et 400, il sera également considéré à très haut risque. Si, en revanche, le score calcique est entre 0 et 10, eh bien, le patient qui était considéré comme à haut risque passe à un risque modéré. Donc, l'approche thérapeutique sera complètement différente pour adapter la thérapeutique du diabète avec ces nouveaux antidiabétiques. Donc, lorsqu'on a un patient à très haut risque, eh bien, nous réalisons un coroscanner ou une imagerie fonctionnelle comme l'IRM de stress pour évaluer son risque. Donc ça, c'était des recommandations qui datent maintenant de 3 ans pour le score classique. Passons au vif du sujet, à savoir le coroscanner, qui a une place majeure pour l'angor stable, le syndrome coronarien chronique. Ceci a été établi déjà par les premiers congrès en 2013 du congrès de cardiologie européen et les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie depuis 2019 est de proposer en première intention le coroscanner chez un patient symptomatique qui présente des douleurs thoraciques ou une dyspnée d'effort et qui a un faible risque d'événements cardiovasculaires, donc chez des patients relativement jeunes, entre 40 et 60 ans, qui ont peu de facteurs de risque cardiovasculaire ou pas de facteurs de risque cardiovasculaire, nous proposerons d'emblée cet examen facile à réaliser, facilement disponible et surtout non invasif. Coroscanner, on peut éventuellement proposer une scintigraphie de stress ou un IRM de stress chez les patients qui ont plus de risques d'événements, de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on va tenir compte de la probabilité d'avoir un événement cardiovasculaire, on va tenir compte de l'âge, du sexe du patient et on va tenir compte également de sa typicité de la douleur, telle rétrosternale, constrictive, irradiant vers la mâchoire et les bras, cédante à l'effort, cédante à l'arrêt de l'effort ou cédant avec les dérivés nitrés. Donc, on va tenir compte et on va établir une probabilité pré-test et proposer, si la probabilité pré-test est faible ou intermédiaire, un coroscanner. En 2018, il est sorti un article important d'une étude importante qui s'appelle la SCORT Art, donc dans le New England Journal of Medicine en 2018. On a conclu que si le patient avait une douleur thoracique, il valait mieux faire d'emblée un coroscanner. Ça permettait de réduire de 40% les événements cardiovasculaires et la mortalité, ça permettait d'adapter la thérapeutique plutôt que faire une épreuve d'effort. Donc, bien meilleure prise en charge avec le coroscanner d'emblée. Ça permet vraiment de bien orienter son patient. Donc ça, c'est le but du coroscanner. C'est pas de quantifier de manière précise une sténose, c'est surtout de bien orienter son patient. Si le coroscanner il n'y a pas d'anomalie, les plaques sont bien normales, bien fines, bien régulières, il n'y a aucune plaque ou bien une légère plaque, l'examen est libératoire, on peut rassurer le patient. En revanche, si on a une sténose très serrée à plus de 70%, voire une occlusion, là, on va proposer d'emblée la coronarographie avec possibilité d'angioplastie par stent ou bien éventuellement par pontage selon l'évaluation coronarographie. Et si le patient présente une sténose intermédiaire entre 50 et 70, eh bien, on proposera tout simplement un test fonctionnel, notamment l'IRM de stress, complété plus ou moins par une coronarographie. Comment se réalise un coroscanner? Il faudra déjà bien sélectionner son patient. On évitera le coroscanner chez un patient qui a un fort BMI, qui a des difficultés respiratoires, car l'examen risque d'être artefacté. Donc, plutôt un patient avec un BMI moyen ou modéré. Il faut que le patient soit bien préparé. Donc, déjà, une bonne explication écrite de l'examen. Donc, nous proposons une fiche d'information écrite au patient pour lui détailler l'examen.
Le patient sera installé sur la table, il sera bien accueilli, on va recueillir ses facteurs de risque cardiovasculaire par un interrogatoire, on va lui expliquer en détail l'examen, on va lui mesurer sa tension artérielle, on va lui poser une grosse voie veineuse au niveau du pli du coude pour injecter un produit à forte osmolarité et avoir une bonne quantité de contraste dans les artères coronaires. Il y aura un petit peu de sérum physiologique pour bien laver les cavités cardiaques droites pour éviter cet artefact que l'on peut avoir sur l'artère coronaire droite. Et donc, on obtient une bonne qualité d'image avec un bon contraste dans les cavités cardiaques gauche et les artères coronaires, un peu moins de contraste dans les cavités cardiaques droites. Donc, on a une bonne appréciation de l'ensemble des cavités cardiaques, notamment des artères coronaires, et on peut évaluer l'ensemble du cœur. Bien évidemment, pour que l'examen soit de qualité, il faut que le rythme soit lent. Il faut qu'il soit aux environs de 60, inférieur à 65. Donc, il faudra en amont préparer le patient, éventuellement lui donner, en l'absence de contre-indication, qu'est l'asthme et l'artérite des membres inférieurs, et éventuellement des bradycardies. Mais là, si le patient est bradycarde, il n'y aura pas nécessité d'injection de bêta bloquants, bien évidemment les blocs auriculoventriculaires, mais là aussi il y a une bradycardie. Donc là, les patients ne sont pas concernés. Donc la principale contre-indication, c'est l'asthme et la bronchite chronique asthmatiforme sévère. Donc là, on pourra proposer d'un bêta-bloquant, un comprimé Péros. L'idéal, c'est de l'injecter sur table. Donc si le patient a toujours un rythme supérieur à 65, on fera le bêta-bloquant IV, une ampoule bien tolérée. Donc, bien évidemment, on vérifiera la tension artérielle avant et après l'injection. Et on complétera, pour bien voir les artères coronaires, par 3 bouffées de trinitrine sous la langue. Donc, bien évidemment, on s'assurera que le patient ne prend pas, donc chez les hommes, de Viagra ou de Cialis, c'est ceux qui présentent une dysfonction érectile. Donc, on leur posera systématiquement à ces hommes s'ils prennent du Viagra. Donc, vérification des contre-indications et de la tension artérielle. Donc, globalement, c'est un examen qui est bien toléré, qui a faible dose, ou dose modérée. La dose a été divisée par 5 par rapport au gros scanner que nous pouvions réaliser dans les années 2000. Donc là, maintenant, forte diminution des doses grâce à l'intelligence artificielle, grâce au nouveau scanner 64 ou 256 barrettes. Et en général, on fait une acquisition juste sur la période diastolique à 75%, ce serait l'acquisition en prospectif, mais on peut acquérir sur l'ensemble du cycle cardiaque en cas de rythme cardiaque élevé ou de difficulté à tenir les respirations. Alors, ça, c'est très important. Le patient reste avec une apnée de 10 à 15 secondes pour que l'examen soit de qualité, pour éviter les artefacts respiratoires. Donc, si le patient a une bonne apnée, un rythme lent, acquisition prospective, si le rythme est rapide et que il y a une difficulté à tenir la respiration, eh bien, nous passerons en mode prospectif. Donc, on a des protocoles selon l'index de masse corporelle du patient, selon sa fréquence cardiaque et bien évidemment selon ses possibilités de tenir la respiration. Après ces mots techniques, voici le résultat que l'on peut obtenir chez un patient qui a des coronaires parfaitement saines. Donc, voici les principales artères, l'artère interventriculaire antérieure, la LAD, l'artère coronaire droite et l'artère circonflexe. Donc là, les artères le tronc commun, c'est 3 mm. Les artères proximales, c'est à peu près entre 2 et 2,5 mm. En distalité, on passe aux branches secondaires. Là, ce sont des artères de plus faible calibre, de l'ordre de 1,5 mm. Donc l'appréciation d'un éventuel rétrécissement à ce niveau-là est plus difficile. Alors, dans un premier temps, quand on analyse un coroscanner, on regarde quelle est la dominance. Donc, en général, la face inférieure du muscle cardiaque, des cavités cardiaques, la face inférieure est irriguée principalement par l'artère coronaire droite. Donc, dans 85%, donc dominance coronaire droite à 85%, mais dans 5% des cas, il pourrait y avoir une dominance coronarienne gauche ou bien encore une dominance équilibrée. Là, nous reconnaissons l'arrivée de la distalité de la coronaire droite. Ici, vous avez l'artère rétroventriculaire gauche et là, l'artère interventriculaire postérieure. Donc, une fois qu'on a donné la dominance coronaire, on va voir s'il y a une anomalie de naissance. Ici, 2 cas de notre patientèle.
nous avons constaté ici une coronaire droite qui part du côté gauche. Donc ça, c'est très embêtant car l'artère coronaire droite est prise en chicane par l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire. Là, c'est l'inverse. Le tronc commun naît de l'artère coronaire droite. Donc là aussi, c'est pris en chicane. Donc là, il y a des risques de mort subite. On parle d'artères tueuses. Donc important de noter les anomalies de naissance qui sont quand même assez rares, environ 1%, mais c'est important de le signaler dans le compte-rendu. Le cœur du sujet, c'est surtout d'évaluer l'existence ou pas de plaques d'athérosclérose, donc ces plaques de graisse qui se déposent sur la paroi des artères. Ici, vous avez un schéma d'anatomopathologie où l'on voit la lumière de l'artère. Ici, la plaque de graisse et là, une fine couche fibreuse. Donc là, il y a un risque que se produise un infarctus du myocarde. Donc ça, c'est une plaque molle, hypodense, qui peut se déchirer et se rompre et provoquer un infarctus. Donc, on s'est rendu compte que la majorité des infarctus survenaient sur des plaques instables, vulnérables, 75%, ce sont sur les plaques vulnérables. Donc, le risque d'infarctus, il est complètement indépendant du degré de sténose et que 50% des infarctus survenaient sur des sténoses faibles ou modérées. Là, vous avez la progression lente d'une plaque d'athérosclérose molle qui va se calcifier avec le temps, donc évolution vers un angor stable, comme ici représenté avec une plaque fibreuse bien, une couche fibreuse bien épaisse. Mais lorsque la couche est fine et qu'il y a un développement extrinsèque de la plaque de graisse sur la paroi, il y a un risque de thrombose en regard, car cette fine couche fibreuse peut se déchirer et constituer un thrombus, soit au niveau de la plaque, soit en distalité. Donc, importance de détecter ces plaques de graisse. Donc, je vais vous parler de ces plaques de graisse. Ici, vous avez une petite plaque fine calcifiée avec une petite plaque grisâtre hypodense. C'est une plaque de graisse avec du calcification. C'est une plaque bordante. La lumière n'est pas, il n'y a pas de retentissement sur la lumière. Là, vous avez une plaque beaucoup plus marquée, une plaque de graisse qui entoure l'artère. C'est une plaque circonférentielle avec une petite calcification. Elle intéresse ici l'artère interventriculaire antérieure. Donc ça, c'est une plaque sténosante avec beaucoup de charge graisseuse, donc une plaque à risque. Ici, vous avez une plaque excentrée avec un développement de graisse et retentissement sur la lumière avec une calcification associée. C'est une plaque mixte, essentiellement graisseuse hypodense, donc une plaque à risque. Là, vous avez une plaque hypodense avec un développement, la paroi, la limitante élastique externe, comme on l'appelle, la paroi est repoussée vers l'extérieur. On parle de remodelage positif. Donc là, c'est une plaque à risque. Vous voyez, on voit que le calibre de l'artère est supérieur à une artère saine. Donc là, remodelage positif, risque d'infarctus. Là, on voit en coupe axiale l'artère. Là, c'est dans l'axe longitudinal. Là, c'est la coupe axiale de l'artère coronaire droite. On voit ce développement extrinsèque. Et autre signe de rupture de plaque, c'est le signe du rond de serviette ou le napkin ring sign en anglais, où l'on voit de la graisse au centre de la plaque et une plaque fibreuse autour. Donc là, il y a un risque de déchirure au sein de la lumière. Donc, risque important d'infarctus dans les mois qui suivent. Alors, il faut savoir qu'une sténose coronarienne, le gold standard, c'est la coronarographie avec appréciation de son retentissement hémodynamique en aval par la FFR qui se calcule avec une petite sonde avec injection d'adénosine de part et d'autre de la sténose et on évalue la FFR. Donc la FFR sera positive lorsqu'elle est inférieure à 0,8, c'est-à-dire qu'une sténose, par exemple, qui est à 60%, si la FFR en aval est à 0,8, on considérera cette sténose comme hémodynamiquement positive. Donc la grande question à se poser quand on a une sténose objectivée par coronarographie ou par coroscanner, c'est est-elle hémodynamiquement significative ou pas? Notamment les sténoses intermédiaires entre 50 et 70%. Il y en a une sur deux qui a une FFR
euh, inférieure à 0,8, donc une sténose hémodynamiquement significative. Donc, je vous rappelle que en coronarographie, qu'une sténose est significative pour le tronc commun à partir de 50%. Ça m'intéresse également l'artère interventriculaire proximale. Pour les autres artères, l'IVA moyenne et la circonflexe, la coronaire droite, là, on considérera une sténose comme significative à partir de 70%. Une sténose est intermédiaire pour ces segments moyens, entre 50 et 70%. Et la moitié de ces sténoses ont une FFR inférieure à 0,8. Donc, comment calculer une sténose sur un coroscanner? C'est simple, on prend la moyenne des diamètres d'amont et d'aval par rapport à la sténose et on va le rapporter au diamètre de la sténose. Donc, on considérera qu'une sténose est significative sur le tronc à partir de 50%, ou bien si on regarde une coupe axiale, si la surface de la sténose est inférieure à 6 mm². Pour une artère proximale, la sténose sera significative à partir de 70%, une sténose serrée. Ou bien encore si la surface de calibre est inférieure à 4 mm². Bien évidemment, on va être gêné pour apprécier la sténose de manière quantitative si l'artère a un calibre inférieur à 1,5 mm. Si il y a un stent, donc difficulté à évaluer la sténose intrastent, c'est ce qu'on appelle les hyperplasies myointimales, difficulté donc d'où la nécessité d'utiliser un filtre dur pour bien voir l'intérieur des stents, et on va être gêné par les calcifications. Il y a un effet de blooming, donc un effet de bruit qui rend l'analyse de la lumière difficile. Donc, s'il y a sténose, on propose soit un test fonctionnel si la sténose est intermédiaire, voire une coronarographie si la sténose est supérieure à 70%. Et s'il n'y a pas de sténose, donc une sténose inférieure à, on va dire à 50%, là, on va proposer un traitement médical en fonction du risque, mais pas de complément d'examen. Donc, voici un exemple. Donc, on utilise pour quantifier ces sténoses une classification qui existe depuis une dizaine d'années. C'est la classification américaine CADRAT qui a été établie par la Société de cardiologie américaine, la Société de scanner et la Société de radiologie américaine. Et donc, cette classification CADRAT, il y a 6 catégories. La première catégorie, c'est la 0, c'est absence de sténose, comme on l'a vu précédemment. La CADRAT 1, c'est une légère plaque bordante, sans retentissement sur la lumière, avec une légère sténose inférieure à 25%. Nous passons ensuite à une sténose un peu plus marquée, inférieure à 50%, comprise entre 25 et 49%. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un patient du service de 48 ans, qui était sportif, qui n'avait pas de facteur de risque, chez qui il y a eu 2 douleurs thoraciques à une semaine d'intervalle, donc on peut le considérer comme un angor instable. L'électrocardiogramme était négatif. Nous avons fait son score calcique, on était surpris de voir un score calcique à 307, ce qui le mettait au 90e percentile. Et on voit ici une plaque essentiellement calcifiée avec un développement extrinsèque hypodense, c'est une plaque à risque. Donc, quand on parle de plaque à risque, la classification CARAS nous demande d'utiliser le terme de High Risk Plaque, HRP. Avant, on utilisait le terme de V pour Vulnerability. Donc là, c'est un CADRATS 2, sténose modérée, HRP. Là, autre patient du service, une femme de 51 ans qui avait une douleur non angineuse avec quelques extrasystoles. Elle avait juste une hérédité chez son papa et elle était fumeuse. Selon la probabilité pré-test, elle était de l'ordre de 3%. Et on a fait un coroscanner chez cette patiente et on a vu une sténose relativement marquée à CADRATS 3. Donc là, il faut lui faire une épreuve de stress, IRM de stress ou TEP de stress. Donc ça, c'est les examens que l'on propose en cas de sténose intermédiaire. Une échographie de stress, une scintigraphie de stress, une IRM de stress. On peut faire dans certains centres très spécialisés un CT scan de stress, comme c'est réalisé à l'hôpital américain à Paris, et TEP scan de stress, qui est aussi un bon ami. Donc, et puis, un examen extrêmement performant et très intéressant,
mais qui est coûteux, ça coûte 1 000 $. On envoie les images de coroscanner à une société Artflow aux États-Unis et ils vont calculer par appréciation des pixels à l'intérieur de la lumière la FFRCT et qui permettra d'évaluer de manière fonctionnelle, juste à partir du coroscanner, le caractère hémodynamique d'une sténose. Ici, vous avez une sténose moyennement serrée, un quadrat 3, avec un retentissement hémodynamique. On est ici avec une FFR inférieure à 0,8, donc nécessité d'une angioplastie. Là, nous avons une patiente du service qui s'est présentée aux urgences, une femme de 59 ans qui avait des brûlures épigastriques. Elle était marathonienne et elle avait des brûlures épigastriques pendant ses efforts, aucun facteur de risque et on lui a fait un coroscanner qui a permis d'objectiver une sténose serrée à plus de 70%. Donc là, on va considérer que c'est un quadrat 4A, ça intéresse une artère, le segment moyen de l'artère interventriculaire antérieure. Donc, on va lui proposer donc bien évidemment une coronarographie. Là, nous avions un patient qui avait des multiples facteurs de risque cardiovasculaire, il avait de multiples cancers également, il était asymptomatique. On lui a fait un score calcique qui s'est révélé à plus de 1500 avec de multiples sténoses, CADRADS 4B en cas de sténose du tronc commun ou bien de sténose tritronculaire. Là, vous avez un patient de 67 ans, encore un patient du service, qui a présenté une angor d'effort. Il était juste fumeur et on lui a trouvé une occlusion sur l'artère circonflexe. Le score calcique était à 800. Occlusion, on parlera de quadrate 5, donc nécessité de faire une coronarographie. Donc, le scléroscanner est vraiment très intéressant. Il permet d'éliminer une éventuelle pathologie coronarienne. Sa valeur prédictive négative est élevée à plus de 98%. Donc, très important de pouvoir éliminer cette maladie. Donc, ou bien encore de la confirmer ou d'orienter un patient selon ce degré de sténose ou selon l'existence d'éventuelles plaques vers une coronarographie ou vers des tests fonctionnels. Donc, grand intérêt du coroscanner par rapport à la coronarographie, puisqu'en plus d'analyser la lumière, il permet d'analyser la plaque autour, donc de rechercher des plaques instables. Et grâce à cette nouvelle classification qui existe depuis 2016, on peut standardiser le rapport et avoir une bonne communication entre nous radiologues et cardiologues, donc bonne communication entre médecins. Et comme ça, on peut vraiment bien prendre en charge son patient. Donc, chez un patient qui n'a aucun symptôme, chez un patient de plus de 40 ans qui a une hypercholestérolémie familiale ou une hérédité dans sa famille, on va lui proposer un score calcique. On va proposer un score calcique, mais surtout un coroscanner chez un patient qui va bénéficier d'une chirurgie d'un anévrisme de l'aorte, ou bien une chirurgie de l'estomac, chirurgie bariatrique, ou bien chez un patient aviateur, pilote de ligne, on va lui proposer un score calcique ou un coroscanner. Comme je vous l'ai dit, j'ai insisté pour le score calcique chez les patients diabétiques, notamment à haut risque comme diabète de type 1 depuis 20 ans, diabète de type 2 depuis 10 ans. On va proposer un score calcique pour stratifier son risque. Si le score calcique est entre 0 et 10, son risque passera au risque modéré. Si il est supérieur à 400, voire supérieur à 100 chez un patient de moins de 60 ans, il sera considéré comme à très haut risque et là, on pourra proposer un éventuel coroscanner ou une imagerie fonctionnelle. Pour ce qui est des patients symptomatiques, on va évaluer leur probabilité pré-test. Donc, les patients qui ont les douleurs thoraciques, qui ont le faible risque d'avoir une maladie cardiaque ou un risque intermédiaire. Là, on proposera le coroscanner, notamment pour les angors stables, le syndrome coronarien chronique. On pourra proposer une imagerie fonctionnelle en cas de probabilité pré-test supérieure à 25%, donc ceux qui ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire, comme une IRM de stress. Et on proposera éventuellement aux urgences d'un patient qui a une douleur thoracique importante, avec un électrocardiogramme normal, une troponie négative, un coroscanner. Donc, grand intérêt de ce coroscanner. Donc, voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'ai oublié de vous parler de mon tableau qui fait le résumé des indications. Donc, je répète, score calcique à proposer chez les patients asymptomatiques à risque, patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, ou bien les patients diabétiques à haut risque, score calcique, ou bien encore les risques professionnels, les aviateurs. Chez les patients qui vont avoir une opération importante,
Chez les patients qui ont un angor stable, syndrome coronarien chronique, on insiste bien sur les patients qui ont de l'hérédité coronarienne, donc là il y a un fort risque d'avoir un événement cardiaque. Également les femmes qui sont souvent délaissées dans la prise en charge et qui sont mal considérées dans leurs symptômes. Souvent les symptômes sont bâtards, notamment dyspnée d'effort. Donc, j'ai l'exemple d'une amie qui a bénéficié d'un coroscanner, qui n'avait aucun facteur de risque cardiovasculaire. Elle a eu un coroscanner à Lyon et grâce à ce coroscanner qui a mis en évidence une sténose serrée, elle a bénéficié d'un stent avec angioplastie. Et grâce à ce traitement, elle est soulagée et elle est bien prise en charge. Donc, importance du coroscanner. Également pour les patients diabétiques à très haut risque, eh bien, nous proposerons le coroscanner ou bien encore imagerie fonctionnelle. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon collègue docteur Durand. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur le scanner coronaire organisé par le groupe 3R. Je remercie Olivier Bérébi et Arnaud Grégoire de m'avoir convié à cette réunion. On va repasser ces recommandations, voir en pratique clinique comment on partage les patients asymptomatiques, les patients symptomatiques. On verra 2 cas cliniques et ensuite les messages. Comme vous le voyez sur cette diapositive, la place du scanner coronaire est devenue très importante, avec des classes 1 notamment pour le diagnostic de la coronaropathie obstructive chez des patients symptomatiques suite à l'étude Scott Hart, avec à la fois les examens d'imagerie de recherche d'ischémie fonctionnelle et le scanner coronaire sur le même plan. Ensuite, vous voyez que en 2A, le scanner coronaire peut être considéré comme une alternative à la coronographie si les examens non invasifs sont équivoques ou non diagnostiques. Et ça, c'est suite à l'étude PROMISE. En classe 3, et ça c'est important dans l'indication de l'examen, cet examen n'est absolument pas recommandé lorsqu'il y a une arythmie cardiaque, que ce soit des extrasystoles ventriculaires ou que ce soit une fibrillation auriculaire, lorsqu'on a une obésité très importante et lorsque le patient est incapable de coopérer à l'apnée, notamment pendant les temps de prise de clichés. Et donc, notamment l'insuffisance respiratoire, la BPCO ne sont pas les meilleurs candidats pour le scanner coronaire. Donc, vous voyez l'évolution depuis 2013 aujourd'hui. L'épreuve d'effort a perdu sa classe 1 dans le dépistage de la coronaropathie obstructive et est donc maintenant référée en 2B. L'épreuve d'effort reste recommandée pour l'évaluation de la tolérance fonctionnelle à l'exercice, pour l'évaluation des symptômes cliniques, pour la recherche de troubles du rythme ou l'évolution tensionnelle pendant l'effort, ceci chez des patients sélectionnés. Cette diapositive est très importante parce qu'elle résume tout en fait. On procède en fait sur la probabilité clinique de la coronaropathie obstructive depuis une probabilité very low à une probabilité very high. Et vous voyez déjà, c'est pour ça qu'elle est très, très bien faite, vous voyez déjà les tests d'ischémie, d'imagerie fonctionnelle qui se situent plutôt ici lorsque la probabilité est plutôt élevée, très élevée. Et lorsque la probabilité est basse ou modérée, le scanner coronaire. Et donc, on vous met bien le choix entre ces 2 tests selon le degré d'expertise de votre lieu d'exercice, suivant les caractéristiques des patients, les préférences. Voilà. Et en dessous, lorsque c'est very low, donc inférieur à 1%, bien entendu, pas de test diagnostique. Et au-delà, chez les gens
une probabilité très élevée, bien entendu, lorsque les tests d'ischémie, de recherche d'ischémie fonctionnelle ne sont pas réalisables. De toute façon, la chorégraphie maintenant possède cette possibilité en salle avec la FFR et l'IFR. Alors, chez le patient asymptomatique, bien entendu, après une anamnèse soigneuse, recherche des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez, l'analyse familiale positive en fonction, bien entendu, de la survenue d'un accident cardiovasculaire avant 55 ans chez l'homme, avant 60 ans chez la femme. Donc ça, c'est intéressant de faire l'analyse des aïeux, des ascendants, etc., des collatéraux. Mais surtout sur ce score, donc vous voyez en fonction du cholestérol et en fonction de la tension artérielle, en fonction de l'âge, et en fonction du genre, fumeur, non fumeur, vous voyez cette prévalence en fait d'événements cardiovasculaires, que ça soit un stroke, que ça soit un infarctus, que ça soit un décès d'origine cardiovasculaire à 10 ans. Donc en vert, c'est bas risque, jaune, c'est risque modéré, rouge, c'est risque élevé, et très rouge, c'est risque très élevé. Et en gros, le scanner coronaire, ben, il se situe là, dans cette zone-là, entre une prévalence entre 2, 4, 5, 6%. Là, le scanner coronaire, à mon avis, a sa place. On peut s'aider également de l'échographie pour rechercher des plaques au niveau des carotides ou des fémorales, recommandation 2A avec un niveau B. Le score calcique pourrait être considéré comme un modificateur du risque cardiovasculaire dans l'estimation du risque cardiovasculaire chez les patients asymptomatiques à bas ou à risque modéré, avec quand même tout de même une réserve sur le score calcique, dans le sens où, dans la sous-étude, une sous-étude qui a été publiée sur Scott Hart, donc on voit en fait que lorsque le score calcique est à 0, on a à peu près 16% de coronaropathie obstructive. Et d'autre part, si on prend un score calcique inférieur à 100, alors là, on a un tiers des patients qui peuvent avoir une coronaropathie obstructive. Donc en fait, c'est un petit peu actuellement le score calcique, autant il est utile sur des grandes populations, mais sur un cas individuel, à prendre un peu avec réserve. Voilà, donc là, chez les patients symptomatiques, eh bien, on fait appel à la classique Diamond and Forrester classification qui nous permet, en fait, en fonction de la douleur thoracique et de la dyspnée, ça c'est le point nouveau aussi. Maintenant, la dyspnée a été intégrée à cette démarche probabilistique. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir la probabilité pré-test de coronaropathie obstructive. Et là, si on prend un exemple, par exemple, une femme qui a entre 50 et 59 ans et qui a des douleurs thoraciques atypiques. Alors, on rappelle que la douleur thoracique typique, elle correspond sur trois critères, sur le caractère de la douleur, les circonstances survenues de la douleur et sédation de la douleur. Hein. Donc, en fait, quand c'est un de ces éléments manque, on parle de douleur thoracique atypique. Et lorsqu'il y a seulement un élément ou aucun de ces trois éléments, on parle de douleur thoracique non angineuse. Donc là, je reviens à mon exemple d'une femme qui aurait une douleur thoracique atypique, 6% de valeur pré-test d'avoir une coropathie obstructive. Pour cette patiente, le scanner coronaire a sa place, il a totalement sa place. Donc, on fait le scanner coronaire, il n'y a aucune anomalie. Donc, en fait, valeur prédictive négative très élevée. Donc, cette patiente, ses douleurs thoraciques ne sont pas coronariennes. Et c'est d'autant plus vrai que chez la femme, souvent les tests d'ischémie fonctionnelle, d'imagerie fonctionnelle, que ce soit l'IRM de stress, s'il y a une phobie quelconque, ça passe pas. Si, l'épreuve d'effort, elle peut être un peu sous-maximale en écho de stress, par exemple.
Donc, voilà. Donc, le scanner coronaire, là, est vraiment un bon examen. Par contre, on prend le même sujet, mais chez l'homme maintenant. Mais chez l'homme, vous voyez, ça change, hein. La prévalence est beaucoup plus importante, 17%. Là, honnêtement, en vert foncé, c'est vraiment la place des examens d'imagerie fonctionnelle pour recherche l'ischémie. Le scanner, c'est plutôt les prévalences qui sont en vert clair ou éventuellement en rose. On peut s'aider aussi pour améliorer cette probabilité prétexte en dehors de ce tableau des autres éléments, que ce soit l'électrocardiogramme de surface, les facteurs de risque, comme je vous ai déjà dit, ou une dysfonction ventriculaire gauche à l'échographie, que ce soit une anomalie segmentaire ou globale. Et puis là, on met le score calcique, bien sûr, 6 et 0. Ben, comme on a dit que ça jouait dans l'évaluation du risque, ben là, effectivement, ça va diminuer la probabilité de coronaropathie. Donc, premier cas clinique, donc un homme de 49 ans qui m'était adressé pour un test d'effort. Donc, il est asymptomatique. Et comme vous le voyez déjà, c'est que ben, ce patient, il est soucieux parce qu'effectivement, il a 49 ans. Donc déjà, quand j'ai vu arriver, je dis, bon, il est un peu jeune quand même. Mais... Et puis, en fait, dans sa famille, bah oui, du côté de la lignée paternelle, le grand-père, la grand-mère, infarctus 40, 50 ans, le père, infarctus à 46 ans. Et dans sa lignée maternelle, rien, pas d'anomalie. Facteur de risque personnel, tabagisme, un demi-paquet depuis 20 ans, pas de troubles métaboliques, un cholestérol à 3,38, donc un bon profil, un LDL à 1,5 et l'hypoprotéine A normale. Son score 2 est à 3,3% d'événements cardiovasculaires à 10 ans. Il est réduit de 1,3% en cas de sevrage du tabagisme. Donc c'est un patient à bas risque et l'examen clinique est sans particularité. Et donc, je ne fais pas d'épreuve d'effort en rapport avec les recommandations et je fais pratiquer un scanner coronaire le 8 août 2023. Le score classique est à 0. On retrouve une courte plaque athéromateuse hypodense à l'émergence du second segment de l'IVA avec une sténose mesurée à 20%. Alors, vous allez me dire, on aurait pu s'arrêter au score calcique. Sauf que vous faites le score calcique, le patient, il sort, il dit, bah, de toute façon, j'ai rien au coronaire. Là, on fait l'injection, et ben, il sort avec une plaque. Ah, il se dit, ah oui, alors là, ça devient sérieux. Et donc, suite à ça, après consultation, il a arrêté complètement fumer. Et puis, deuxième élément pour lui, c'est qu'au vu de cet examen, eh bien, on peut dire que pratiquement, au niveau génétique, il est peu entaché de la lignée paternelle, mais plutôt de la lignée maternelle. Donc voilà les images. Donc vous voyez ici donc le tronc commun, l'IVA proximal, et ici vous voyez cette perte de le parallélisme des bords avec une image hypodense qui correspond donc à cette plaque hypodense de l'IVA et qu'on retrouve ici. Donc vous voyez déroulé et donc voilà. Deuxième cas clinique, un homme de 63 ans qu'on a vu le 26 juillet 2022 pour un AIT, dans les suites d'un AIT avec une IRM cérébrale normale, des antécédents de migraine, antécédents d'anomalie de Leiden chez sa fille. Comme facteur de risque, un paquet par jour, actif, 40 UPA, et surtout une hypercholestérolémie notoire avec cholestérol total à 8,1, un HDL à 1,4, avec des triglycérides à 1,97, un prédiabète avec une hémoglobine glycée à 6,3%, et la lipoprotéine A inférieure à 80. Et il m'est adressé en ergométrie. Et là, j'ai fait l'ergométrie, donc en fait, maximale négative, 150 watts, 142 par minute, 8 minutes 25, 90% d'AFMT, pas d'ischémie myocardique décélable, pas d'arythmie, pas de modification des segments ST. Je fais le score 2 et je trouve en fait un score très élevé à 12,2%. Vous savez qu'au-dessus de 10%,
le score vous indique que c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. Donc déjà, on lui recommande d'arrêter de fumer, on lui dit qu'il faut baisser le LDL en dessous de 1,8. Rien qu'avec ça, on pourrait réduire son risque de 9,9% sur 10 ans avec un NNT à 10. Alors, on fait le scanner coronaire le 4 août et ce scanner coronaire montre ici une plaque sur le tronc commun avec des plaques, comme vous voyez, sur la droite, avec une zone un petit peu rétrécie ici, et puis des plaques également sur la circonflexe proximale. Donc, toutes des plaques autour de 50-60. Alors, je le revois et au vu de ces données, je lui dis, oui, monsieur, peut-être qu'il faudrait bien faire une chorégraphie. Bon, et puis il n'est pas très enjoué pour cet examen. Et donc, bien sûr, je lui dis qu'il faut réduire son LDL cholestérol, prendre l'aspirine, et puis arrêter de fumer, contrôler son prédiabète, et puis nous revoir dans quelques temps. Et là, on le revoit le 17 avril, et angine de poitrine typique à l'effort, s'aidant rapidement, avec 15 épisodes angineux en quelques semaines. Et là, donc suite à ça, l'électrocardiogramme de surface, il bouge pas, normal. Et donc on fait la chorégraphie qui montre, vous voyez ici, donc le tronc commun qui est siège d'une lésion très sévère, très serrée, avec également des lésions ici sur la diagonale, sur l'IVA distal, là aussi sur la circonflexe, là sur la marginale. Et puis ici sur la coronaire droite, au niveau du génu inférius, et puis au niveau du troisième segment ici. Donc des lésions significatives pour lesquelles le patient donc, va subir un pontage. Donc un pontage aortocoronarien le 28 avril 2023 sur l'IVP, un pontage veineux, un pontage mammaire interne gauche sur l'IVA diagonale en séquentiel et un pontage mammaire droite, interne droite sur la marginale et la première et la deuxième. Il est revu le 3 juillet, il prend son aspirine, mais refuse de prendre l'enalapril, prend un peu le métoprolol, le Crestor, il n'en veut pas. Néanmoins, un examen clinique satisfaisant, une bonne cicatrisation et une bonne récupération post-opératoire. Mais toute la problématique chez ce patient, c'est la gestion des facteurs de risque. Il a arrêté de fumer, mais il ne veut pas entendre parler du traitement pour le cholestérol. Donc là, je vous ai mis cette diapositive. À mon avis, elle fait un peu la synthèse de tout ce qui précède, dans le sens où, euh, donc là, maintenant, le cardiologue, il dispose de trois outils. Il dispose du scanner coronaire, il dispose des examens d'imagerie fonctionnelle à la recherche d'une ischémie et il dispose de la coronographie. Le scanner coronaire, il a vraiment sa place au début de la maladie. Au début de la maladie, donc chez le patient qui a, comme je vous ai déjà dit, une probabilité clinique plutôt basse ou modérée, chez le patient chez lequel on va rechercher l'athérosclérose coronaire, dans le cas d'optimiser la thérapeutique préventive, notamment là, je pense au LDL cholestérol. Et là, j'ajouterais le problème chez le patient symptomatique. Donc, on utilise Diamond et Forrester. Donc, lorsque c'est inférieur à 5%, il n'y a aucune imagerie fonctionnelle du fait de la sensibilité spécifique qui n'est pas excellente de ces examens, en sachant qu'ils ne pourraient pas répondre à la question. Par contre, lorsque la probabilité pré-test commence à être élevée, là, ils ont leur place. Mais comme on dit, comme il est dit dans les recommandations, si on n'a pas la réponse avec les examens non invasifs, eh bien, on peut faire appel au scanner coronaire. Et puis d'autre part, lorsque la probabilité est très élevée, bah, c'est sûr qu'ils ont totalement leur place parce que là, on est dans l'optique d'une éventuelle revascularisation. Donc, c'est d'ailleurs l'optique d'une coronarographie, à la fois diagnostique et thérapeutique. Et puis, bien entendu, que si les patients ont un angor très sévère pour un bas niveau d'exercice, voire des symptômes réfractaires au traitement médical, c'est sûr que les examens d'imagerie fonctionnelle ne sont pas très indiqués. Il est préférable de faire la chorégraphie et puis de faire l'évaluation sur table.
Les messages, donc comme je vous l'ai présenté, deux cas cliniques différents. Le premier, une situation de vraie vie, hein, le patient qui cherche à savoir son risque cardiovasculaire, son risque de coronaropathie. Donc, difficile à résoudre entre la médecine prédictive et factuelle. Et là, honnêtement, le scanner coronaire a sa place. Le second, patient asymptomatique en 2022, dépisté par le scanner coronaire, chorégraphie retardée de son fait, lésion à risque tronc commun, patient difficile à gérer. Et entre-temps, d'ailleurs, qu'il y a eu une nouvelle épreuve d'effort en janvier en Espagne. Donc, en fait, l'épreuve d'effort, on le répète encore, dans le diagnostic de coronapathie obstructive n'est plus indiquée. Et là, cette observation, elle vient encore étayer cette donnée. C'est une reco 2B. Les tests d'imagerie fonctionnelle de recherche d'ischémie, stress écho, IRM de stress, SPECT-CT, PET-CT sont de reco 1A dans le diagnostic de coronapathie obstructive. Patient symptomatique à risque intermédiaire, probabilité pré-test entre 5 et 15 tout comme le scanner coronaire. Le scanner coronaire est l'examen clé quand on cherche l'athérosclérose. Le scanner coronaire occupe une place de choix dans la maladie athéromateuse coronarienne débutante, patient à bas risque ou à risque modéré. Enfin, on le répète, un scanner coronaire normal a une haute valeur prédictive négative, VPN à 98%, et permet d'éviter les investigations répétitives inutiles. Dans la démarche diagnostique des patients asymptomatiques, faut-il en rester à une démarche probabilistique, score en utilisant les scores, score calcique, ou factuel anatomique, scanner coronaire injecté? La réponse viendra dans le temps. Des études à venir devront nous permettre de préciser ce point, notamment Scott Hart 2 Trial, qui sera publié en 2027, qu'on attend pour 2027, pourront, j'espère, répondre à cette question. En attendant les outils de l'intelligence artificielle pour mieux dépister nos malades, merci pour votre attention. Et maintenant, à vous pour les questions. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci. Bonjour. Merci beaucoup à Jean-Paul et à Arnaud pour leur très belle présentation qui nous ont permis de mieux comprendre le COROS-CT et de le situer dans la stratégie actuelle. Nous allons pouvoir passer désormais à la séance de questions-réponses. Donc, vous pouvez soit nous interpeller directement oralement, soit passer par le chat et je ferai suivre les questions. Un clinicien, que peut attendre un clinicien en pratique, dans sa pratique courante, d'un COROS-CT? Je crois que le COROS-CT a pris sa place dans le sens où il nous a permis de nous approprier l'anatomie coronarienne non invasive. La difficulté que nous rencontrons dans la prise en charge de nos patients, c'est la démarche probabiliste. Et là, le scanner coronaire, il nous donne une réponse. Il n'y a pas de plaque, il est normal, cette douleur n'est pas coronarienne. C'est un examen qui peut éviter des examens répétitifs de recherche d'ischémie qui ne sont pas forcément usités. La problématique du cardiologue, c'est faire au mieux le diagnostic de coronapathie obstructive ou non obstructive. C'est d'éviter aussi les coronarographies blanches. Et la comparaison qui a été, sur laquelle les études ont été faites, on compare finalement des données anatomiques avec des examens fonctionnels. Et notamment dans l'étude Scott Hart, on pouvait s'attendre à ce résultat dans le sens où on a comparé le scanner coronaire finalement à l'épreuve d'effort. Et l'épreuve d'effort en cardiologie, on sait que sa valeur prédictive est pas bonne, quoi. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'avancer parce qu'effectivement, les examens d'imagerie fonctionnelle ont pris vraiment leur place. Et ce qui est aussi intéressant dans l'étude PROMISE, c'est qu'en fait, on voit que le scanner coronaire n'est pas inférieur à la capacité de diagnostic des examens d'imagerie fonctionnelle. En fait, la problématique du cardiologue aujourd'hui, c'est qu'il dispose, comme j'ai mis dans ma dernière diapositive, beaucoup d'outils et chaque outil doit avoir sa place. Par exemple, il est sûr que dans le syndrome coronarien aigu, le scanner coronaire n'a pas sa place.
Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons une question du docteur Wynne. D'accord. Peut-être une autre question peut-être pour Arnaud. On a parlé aussi, on peut parler peut-être aussi en termes d'irradiation. Tu nous as rappelé l'irradiation d'un calcium score. Euh, Comment on peut situer actuellement l'irradiation du calcium score et l'irradiation d'un CT? Donc, un score calcique est faiblement irradiant. Je vous ai dit qu'il représentait une valeur de 0,5 millisievert. En scanner, on parle plutôt de DLP. Ça sera environ 40 milligrés de DLP. Donc, ce qui reste une valeur très faible par rapport au scanner habituel. Il faut savoir qu'un scanner thoracique pour une embolie pulmonaire, c'est de l'ordre de 450 à 500 DLP. Notre gros scanner que nous réalisons en pratique courante est de l'ordre en moyenne de 300 DLP. J'ai revu l'ensemble de nos gros scanners et la DLP est assez basse. Donc, nous avons un scanner de 64 barrettes de dernière génération qui nous permet d'avoir des belles images. On est un petit peu irradiant par rapport au scanner 256 qui offre une dose d'irradiation un peu plus faible, divisée par deux, mais on reste dans des valeurs tout à fait acceptables. Donc, une radiothorax représente environ 0,01 millisievert. Un score calcique, c'est à peu près 5 radiothorax et un scanner cardiaque, ça représenterait à peu près 100 radiothorax si on veut faire une comparaison avec la radio simple. Donc les doses d'irradiation restent faibles. D'accord, merci beaucoup Arnaud pour ta réponse. Peut-être une question Sur du le chat. chat. Alors, on voit que le docteur Cédric Amschutz pose la question, qui est effectivement une question qui se pose. Chez un patient oncologique, je la lis pour que tout le monde l'entende, en rémission, l'histoire du côlon, 50 ans, il a un scanner de contrôle. Et le radiologue mentionne scanner thoracique, athéromatose coronarienne calcifiée marquée. Et la question, c'est faut-il en tenir compte? Le radiologue doit-il le mentionner ou se taire? Que faire de ceci? Et donc, le médecin précise qu'il s'agit bien d'un scanner standard et pas d'un CT coronaire. Donc, personnellement, je comprends tout à fait cette question qui me paraît pertinente et surtout qui induit des fois d'abord des fausses angoisses. Pour vous dire, il n'y a pas très longtemps, j'ai un patient de 84 ans avec la même mention et qui a été quand même capable de me faire une écho de stress à 160 par minute, tout à fait négative, pas d'ischémie fonctionnelle. Donc, il a certes une athéromatose calcifiée, comme on sait, mais comme on sait, dans la maladie athéroscléreuse, il y a deux processus. Il y a le remodelage négatif, avec rétrécissement de la lumière, et puis il y a le remodelage positif, avec des artères qui se dilatent, qui prennent un plus grand diamètre. Et donc, en fait, il faut toujours être prudent sur ces informations parce qu'après, ça pousse effectivement le médecin à dire bah, on va l'envoyer chez le cardiologue, faire un test, etc. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, effectivement, peut-être un peu de réserve là-dessus, surtout si c'est un examen qui n'est pas dédié. Peut-être le dire oralement, mais l'écrire, c'est un peu plus embêtant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que souvent, quand on voit de nombreuses classifications, on a tendance quand même à le signaler. On essaie de grader de manière un peu. Là, il y a eu aussi des communications récemment par rapport aux calcifications que l'on voit lors des mammographies. On a souvent des calcifications vasculaires. Il est recommandé par la Société d'imagerie de la femme de noter ces calcifications d'athérosclérose pour orienter éventuellement la patiente vers un cardiologue. Oui, mais toi, Arnaud, c'est la même chose. Par exemple, les patients que je peux voir, par exemple, alors dédiés pour des problèmes de cholestérol, et on me dit recherche d'athérome. Alors, moi, j'ai trois sites, hein, les carotides,
fémorale, aorte abdominale. Et donc, à partir de là, je fais une diagnostic d'athérosclérose. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va partir dans des explorations poussées à la recherche d'une athérosclérose coronarienne ou d'une ischémie coronarienne. Voilà, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il faut grader. On est dans des périodes d'économie difficiles et avec l'augmentation, en plus de ça, des primes d'assurance maladie en Suisse, donc obligé quand même de faire la part des choses et d'avoir toujours un raisonnement, un ratio qui nous permet de dire cet examen est utile, cet examen n'est pas utile, et surtout de répondre à une question en fait. Parce que quelquefois, on agit, on prend des décisions et en fait, ça n'a pas d'intérêt pour le patient, quoi, dans l'immédiat. Peut-être d'autres questions dans le chat. Ah, peut-être encore une question. Le COROCT, donc comment... Bah, alors, on parle, il y a peut-être des personnes. Si, si. Oui. Si, on est toujours en lien. D'accord. Il y a 100 fontaines. Des personnes qui ont une discussion. Quel est le coût d'un coroscanner? J'ai lu. Moi, j'avais une notion d'environ 650 francs. Ouais. C'est ce que j'avais vu dans une tarification. Il y a un score calcique. Dans les 200 à 250 francs. Alors moi, je crois que ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que en fait, parmi tous ces outils, il faut bien savoir quand même que l'idée de la revascularisation myocardique, elle repose simplement sur la notion d'ischémie, la preuve de l'ischémie myocardique. Donc en fait, c'est une chose d'avoir un rétrécissement à 50, 70, 80, estimé du moins sur l'imagerie anatomique, et puis après d'avoir une FFR ou d'avoir un examen qui prouve cette ischémie. On doit revasculariser que les malades qui ont une ischémie fonctionnelle. Et après, il y a l'étendue de cette ischémie fonctionnelle. Si c'est moins de 10%, raison gardée. On a aussi des études qui nous montrent, ischémia, courage, que le traitement médicamenteux, il fait aussi bien que l'interventionnel. Donc en fait, voilà, on a un beau champ parce que finalement, une activité qui est très interniste, où on doit échanger avec les collègues universitaires, le HART-Team qui fonctionne à l'hôpital cantonal, qui fonctionne aussi au Grand Jet, à la Tour, et donc qui permet aux gens d'avoir des propositions pertinentes. Qu'est-ce que tu proposerais, Jean-Paul, à des endocrinologues par rapport à leurs patients diabétiques et l'évaluation par le score calcique que ça a été préconisé en France? Alors, moi, je dirais qu'actuellement, au niveau du diabète, c'est vrai qu'on a une énorme collaboration avec les cardiologues et les endocrinologues, les diabétologues, parce qu'effectivement, vous prenez un diabétique à 60 ans et vous prenez un non-diabétique qui a 70 ans, ben, le patient de 60 ans diabétique, il a les artères d'un homme non diabétique de 70 ans. Donc, en fait, c'est un pronostic qui est. C'est sûr que chez le diabétique, on a des outils qui sont en train d'être élaborés, notamment le score 2 diabète qui vient d'être publié à l'ESC 2023 et qui nous permet déjà de grader, qui tient compte de l'ancienneté du diabète, de l'atteinte rénale, qui tient compte de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, on attend aussi le score 2 pour après 70 ans, parce que là, ça va jusqu'à 69. Mais ça nous permet déjà de grader, effectivement, de voir nos patients très haut risque, risque élevé, risque modéré, risque bas risque. Et là, la conduite, elle dépend de ça. La modification du risque chez le diabétique, j'allais dire, est-ce que vraiment on en a besoin? Parce qu'on a vraiment des outils, quoi. On a beaucoup d'outils déjà. Donc pour moi, la place du score diabétique, du score calcique, je veux dire, est pas. Et surtout que le score calcique, finalement, on a vu tout à l'heure dans l'exposé, il est à 0, il garantit pas totalement. Donc en fait, moi, et puis alors à partir de là, justement, j'ai un collègue à Georges Pompidou qui me disait récemment, bah, écoute, c'est simple, voilà, j'ai un patient, bah, il a un score à 50,
Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en plus, ça, suivant le poids des facteurs de risque cardiovasculaire, il est diabétique, il a du cholestérol, il est hypertendu, il a une petite atteinte rénale. Bon, allez, on va le confier au cardiologue, on va faire des tests d'ischémie fonctionnelle, etc. Donc on part, et après, finalement, soit on fait le CT coronaire injecté, soit on va faire la colonographie. Donc en fait, sa place pour moi, elle est pas. Là, l'organigramme qu'a fait les diabétologues, je pense qu'il va être remis en question d'ici 2 ou 3 ans, quoi, parce que le score calcique, pour l'instant, il a une recommandation 2A chez les patients asymptomatiques. Je suis pas sûr que dans le temps. Moi, personnellement, c'est sûr que on a bien vu avec Olivier ici le nombre de patients qu'on a déjà exploré avec des scores calciques ou avec le risque, finalement, si on prend le risque lié au score calcique, bah, finalement, il est très bas. Et puis finalement, c'est des gens qui ont des lésions. Le malade que je vous ai montré tout à l'heure, le pluritronculaire, il a un score calcique à 69. Donc, si je prends les abacs de risque liés au score calcique, donc en fait, l'information, à mon avis, le score calcique, intéressant en épidémiologie sur des grandes masses de population, pour les personnes individuelles, moi, je mettrais beaucoup plus de réserve. Et même aujourd'hui, en pratique, ben, moi, il me fait penser, le score calcique me fait penser, en fait, à ce qu'a été l'intima média. Vous vous rappelez, dans les carotides, on disait, oh là là, une épaisseur intima média, il doit y avoir un lien avec la maladie coronarienne et tout. Puis tout ça est tombé à l'eau, hein. Ça, c'est les années 2000-2005. Et puis tout ça, maintenant, aujourd'hui, n'a plus de. On peut mesurer, mais ça n'a pas de valeur, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'apport de la FFRCT, tel que c'est proposé par Artflow et maintenant par des. J'ai vu le docteur Alors, Jean-François Paul qui propose alors moi, je son pense. logiciel pour Ouais. les radiologues. Ouais, alors moi, je pense que effectivement, c'est un des. Ben voilà, les radiologues nous rejoignent sur le fondamental qui est la recherche d'ischémie, et c'est sûr que la FFRCT, notamment en scanner coronaire, moi, je la vois bien chez des gens qui ont des artères peu calcifiées, parce que. Et puis alors, le problème, c'est que en scanner, tu vas pas dilater, quoi. Donc en fait, ça va t'aider à mieux quantifier tes sténoses, à être beaucoup plus précis. Mais par contre, ça n'empêchera pas. Après, si on doit aller à l'interventionnel, on ira à l'interventionnel. Donc voilà. Donc après, c'est le partage. Et moi, personnellement, cardiologue, le souci que j'ai, c'est autant que j'ai le souci pour mes patients de dire faire une couronne blanche, bah, c'est pas bien. Et là, c'est pareil pour le scanner, c'est que si je fais un scanner et puis qu'après je suis obligé de faire la colonographie, ça fait 2 irradiations, 2 injections de contraste, même s'il y a du progrès, même si on fait plus attention qu'avant, etc., sur les doses délivrées, le problème des X, c'est toujours des doses cumulatives. Donc, il y a des choix à faire. C'est très important. Très bien. Alors, une question du chat. Avec le recul des CT faits depuis vos expériences, combien de patients ont eu des revascularisations? Euh, Alors, tu sais, je peux pas te dire là. Il faudrait, là, je m'excuse, mais j'ai pas toutes les quantifié. informations. Je peux pas vous répondre personnellement. Donc, euh, et personnellement, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal le Corocity au début de la maladie. Parce que ça me permet effectivement d'accentuer mon action sur la prévention, sur toutes les mesures préventives et notamment la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, pour moi, c'est parce que c'est une donnée d'athérosclérose, quoi. Vous avez un patient qui a des lésions à 30-40% sur les 3 vaisseaux. Bah oui, c'est une coronapathie non obstructive, on est d'accord. Mais on sait quand même que si on met en œuvre l'arrêt du tabagisme, le contrôle de la tension, le contrôle du diabète, le contrôle du cholestérol, on arrive quand même à diminuer considérablement la morbidité cardiovasculaire. Donc, et le risque de décès aussi. Donc, voilà. Très bien. Peut-être J'ai vu qu'il y avait une question. encore une question du chat. Faire un CT sous adénosine. Alors, c'est vrai que j'ai vu Pour la FFRCT, ouais, bien sûr. Ouais. j'ai vu En des fait, c'est l'adénosine publications. en intracoronaire. Hein. Donc, ça se fait pratique pas. Non, mais c'est aussi le scanner de stress Si, dans d'accord. certains centres, comme à l'hôpital américain, avec le professeur Vigneault, qui injecte du rédaguénosone Mm.
pour évaluer le retentissement myocardique. Donc, c'est comme une scintigraphie, c'est comme une IRM de stress. Et lors de ce scanner, après le coroscanner, il réalise après le scanner avec injection de régadénosant, puis perfusion du muscle cardiaque et appréciation du retentissement hémodynamique. Mais ça reste une technique un peu lourde à mettre en place. Il faut avoir une bonne pratique régulière et, et puis que ça reste irradiant avec en plus de ça une nouvelle injection de contraste. Donc c'est Moi, je pense que c'est plus au niveau de recherche actuellement. c'est plutôt au niveau de recherche. Exactement. Mais la question là, notamment de Sami Aziz là, sur éviter les chorégraphies blanches, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le souci du cardiologue. Hein. Quand on a un résultat de chorégraphie où les artères sont perméables, alors d'ailleurs blanche, il faut bien préciser les choses. Parce que le chorégraphiste, il fait quoi? C'est une luminographie, d'accord? C'est une opacification de la lumière. Par contre, la paroi, le, le contenant, le contenu, le contenant, on n'arrive pas à le préciser. Et malheureusement, on a trop de chorégraphistes qui nous disent, les patients reviennent, oh, on n'a rien trouvé, c'est tout bien. Et là, vous êtes un peu embêté parce que, en fait, il y a de l'athérome, mais l'athérome, il ne le voit pas parce que l'athérome n'est pas calcifié. Donc, il répond artère, moi j'aimerais mieux qu'il préfère, il serait préférable qu'il réponde artère perméable, mais pas artère normale. Parce que artère normale, ça suppose soit l'OCT ou soit l'échographie endocoronaire pour voir les plaques, ou soit le scanner coronaire. Et c'est pour ça que moi j'utilise pas mal le scanner coronaire début de maladie. Et je reviens aussi sur la question de Sami Aziz qui disait que, notamment, éviter les chorographies blanches, les problèmes des examens d'imagerie fonctionnelle, comme vous savez, ils n'ont pas une valeur prédictive positive de 100%. Hein. C'est comme ça, on ne serait même pas en train de discuter du scanner coronaire. Donc, en fait, on a quelquefois des faux positifs à l'imagerie fonctionnelle. Et on fait la chorographie. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que si le patient est à bas risque de coronapathie obstructive ou risque modéré, là, il faut plutôt le dédier au scanner coronaire. D'accord? Et si le patient, par contre, il est à risque élevé ou à risque très élevé, il va à la coronagraphie. Ça permettrait, je pense, d'éviter quelques chorégraphies blanches. Très bien, merci Jean-Paul. Avons-nous encore de nouvelles questions? On n'a pas de retour de ce qu'on raconte. Alors. Très bien, alors peut-être nous pouvons terminer cette séance à moins encore peut-être une question. J'ai une dernière question à toi, Jean-Paul, par rapport à la place du coroscanner et des douleurs thoraciques aiguës. Comment tu gères, comment tu vois la place du coroscanner aux urgences quand les patients viennent pour des douleurs thoraciques avec une suspicion de dissection, suspicion d'embolie pulmonaire, enfin, l'urgentiste a du mal à préciser. Comment tu vas l'orienter selon, si tu as un électrocardiogramme qui est limite, qui est normal, une troponine qui est plutôt négative, mais des fortes douleurs thoraciques rétrosternales. Est-ce que tu vas proposer de faire une coronarographie ou un coroscanner selon le tableau C'était en urgence. Non, mais là, la douleur thoracique en urgence, donc on a des protocoles qui sont établis dans le canton, donc avec la prise en charge usuelle, dosage à troponine ultrasensible, électrocardiogramme, et en fait la prise en charge dans les unités intensives en fonction. Après, le problème que tu poses, c'est le patient qui, de toute façon, a un électro normal, une troponine qui est normale, c'est pas un SCA. Donc, en fait, après, il faut chercher l'origine de la douleur. Effectivement, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être une dissection, ça peut être
un pneumothorax, hein, une douleur thoracique, mais bon, enfin, j'espère que le diagnostic il est fait quand même. Mais donc, le scanner coronaire, pour moi, n'a pas sa place. Parce qu'il y a un problème de timing. On a assez travaillé les cardiologues interventionnels pour essayer de réduire le temps entre le début de la douleur et la prise en charge en cardiologie interventionnelle, justement pour éviter l'infarctus. Donc là, il y a eu quand même une baisse dans tous les pays de mortalité cardiovasculaire assez considérable. L'infarctus du myocarde n'a plus le pronostic qu'il avait il y a 30 ans. Hein. 30 ans, c'était 30%. Aujourd'hui, c'est 5 à 10%, quoi, même pas. C'est moins que ça. C'est une dernière question. Peut-on demander un CORO-CT après revascularisation sur des douleurs thoraciques atypiques avec bilan normal? Attends, douleur thoracique asymptomatique, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça veut dire Douleur atypique. thoracique atypique, en fait. Ah, atypique. Bilan normal. Le monsieur a eu une angioplastie, un stent. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne Évaluation de la indication? perméabilité Moi, du je un stent. stent, tu as vu ça? Enfin, revascularisation par stent ou Ah ouais, pontage. d'accord. C'est des douleurs thoraciques atypiques. Après, est-ce que tu poserais Et bilans l'indication? normaux. Oui, oui, c'est en fonction de la probabilité de coronapathie obstructive, oui, un CORO-CT peut s'imposer. Oui, oui. Vérifier la perméabilité du stent. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça, oui, oui, ça peut, oui, oui. Oui, Avec des bilans normaux, oui, je suis d'accord. très bien. Je pense que s'il n'y a pas de nouvelles questions, nous allons pouvoir finir cette séance de discussion. Il me laisse à remercier les intervenants pour leur prestation et tout le public qui nous a suivis durant ce webinaire. Peut-être encore une information sur le prochain webinaire du groupe 3R. Il aura lieu le mercredi 8 novembre entre 12h et 13h. Il sera consacré à l'imagerie du cancer de la prostate en 2023, état des lieux et confrontation radioclinique. Encore un dernier élément, n'oubliez pas vos certificats de participation qui vous seront donc envoyés par email très prochainement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.